Bonjour. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Bonjour d'abord. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir demandé d'être là. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et d'être sur un panel en plus d'histoire urbaine. Je suis comblée. Et donc aujourd'hui, notre panel est un peu particulier car il y a 3 présentations sur votre programme, mais il n'y a, comme vous le voyez, que 2 présentateurs. Et donc, c'est que M. Radouane Boukelwa va présenter les 2 communications, car, si j'ai bien compris, vous êtes co-auteur sur le travail de Nora Guéliane. Et donc, il présentera à la fois la première communication et la deuxième. Et donc, je vous le présente. Radouane Boukelwa est doctorant à l'Université de Constantine III en Algérie et il est présentement doctorant visiteur à l'Université de Concordia. Et il travaille, son projet actuel, son doctorat porte sur la marchabilité en ville, et donc déjà un concept intéressant, et donc nous l'entendrons aujourd'hui. Ensuite, nous entendrons Guillaume Boisjoli-Côté de l'Université de Sherbrooke, que vous connaissez tous, bien sûr, qui travaille avec Geneviève Dumas, qui fait sa maîtrise avec Geneviève Dumas, et qui travaille, lui, sur les suppliques de Montpellier au Moyen Âge. Donc, nous allons commencer avec monsieur et poursuivre. Je vous demande, s'il vous plaît, de respecter les temps. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ma collègue Nora s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Donc, je vais présenter la première présentation qui porte sur la genèse de la formation et de la transformation des Ksour au Mzab. Et je vais par la suite présenter une deuxième intervention qui porte sur une démarche spatiale avec laquelle on analyse les territoires urbains. Donc, avant de commencer, une petite présentation du site. Donc, notre cadre géographique et humain, donc il s'agit de la vallée du Mzab. Donc, on l'appelle Irzar Mzab dans la langue locale. Donc, c'est une région qui se situe en Algérie, à 600 km au sud d'Alger. Donc, c'est une région qui est habitée initialement par une minorité ethnique et doctrinale, par des Berbères zénètes qui font partie de l'école ibadite de l'islam. Donc, la région est connue par son patrimoine ksourien, un patrimoine qui a pu maintenir sa cohérence et son homogénéité durant des siècles, ce qui a valu son classement en 1982 comme patrimoine de l'UNESCO. Dans cette présentation, je reviens sur la genèse de création du Qsar. Depuis le choix de site d'implantation jusqu'à la réalisation et la conception architecturale et urbaine. Notons que le Qsar ou les Qsour, nommés localement Araram et Iraramen pour le pluriel, sont des villes ou des villages fortifiés. Le Mzab, on connaît 7, donc nous avons 5 au niveau de la vallée du Mzab, qui sont Rerdayam, Lika, Bni Yizgin, Bounoura et El Ataf. Et nous avons 2 qui sont en dehors de la vallée. Il s'agit de Rarara et de Barayan. Donc, plusieurs auteurs ont nié le fait que cette région ait connu une quelconque population avant les Mouzabites ou avant l'arrivée des Ibadites, et supposent que c'est bien eux qui ont construit ces ressources actuelles. Mais les récentes fouilles archéologiques qui datent de 2016 ont certifié que la vallée de Mzab a bel et bien été habitée depuis la préhistoire. Donc, ces perspectives ont également été celles de Brahim Ben Youssef et Brahim Sharifi, qui expliquent qu'à leur arrivée, les réfugiés ibadites ont trouvé déjà le site occupé par une population berbère autochtone avec laquelle ils sont alliés, une population semi-nomade qui occupait les anciens établissements nommés Irarman, Ikhlan ou les Ksour ruinés.
Donc, ces migrants sont installés suivant des affinités lignagères et de façon périodique dans des établissements existants. Les conditions de sécurité, les conflits entre les clans, mais aussi l'apport technique de cette nouvelle population et leur savoir-vivre citadin ont amené la population à créer les ressources actuelles, ces 5 ressources de la vallée, et sur les flancs des pitons rocheux. Donc le Mzab n'acquiert son actuelle physionomie qu'à partir du XIe siècle. En effet, après l'invasion hilalienne, qui sont des tribus arabes essentiellement yéménites, envoyées par les Fatimides, donc la région est devenue le lieu de refuge de ces tribus zénètes qui ont rejoint la population du Mzab, reconvertie bien sûr à l'ibadisme depuis peu. Ainsi, la réorganisation et le regroupement lignagère des anciens habitants et les nouveaux venus, afin de mieux se défendre, ont donné les 5 cités du Mzab. Donc, pour l'implantation des ressources, dans leur site, il prend en considération 2 données essentielles. La première donnée est une donnée défensive. Donc, ils choisissent les pitons et les collines afin de protéger leur sac contre les invasions. La deuxième dimension est de subsistance, bien sûr, une subsistance alimentaire. Donc, cette dernière dépend de l'adaptation aux contraintes naturelles et des ressources de l'environnement du Mzab, notamment les terres fertiles et l'existence ou non des ressources en eau. La taille du Rsab et l'importance de son espace bâti sont en fonction des capacités nourricières du terroir. Quand celui-ci en perd, donc le Rsab est abandonné. Quand, par contre, le terroir est capable de recevoir et de se développer, donc le Rsab se développe. Donc, le Rsab se développe jusqu'à l'atteinte d'une limite, de la limite de la possibilité de ce terroir. Pour la conception et la construction des éléments urbains du Rsab, après le choix du site et la répartition des parcelles entre les familles fondatrices, les habitants entreprennent la réalisation du Rsab, qui est essentiellement composé de lieux d'habitation. Donc, il est important de noter que le Rsab a 2 obstacles pour son extension urbaine. Donc, le premier est généralement une limite naturelle, donc un oued ou la palmeraie, installée au fond du vallée. Le deuxième obstacle à l'urbanisation du Rsab est le cimetière, qui est une servitude frappée d'interdiction de bâtir. Donc, on ne peut pas dépasser cette limite aussi. Après, les habitants entament ensuite la réalisation du Rsab proprement dit. Comme dans la plupart des villes du Moyen-Âge, une des caractéristiques remarquables des villes du Mzab est l'existence des fortifications, donc le système défensif de la réalisation. Donc, ce sont des remparts très épais et armés de tours de guet. Le nombre des portes n'est pas fixe, donc il varie. Il n'y a pas une règle pour le nombre des portes. Donc il varie d'un Rsab à un autre. On trouve par exemple 4 Rsab de l'Ataf, on trouve 5 à Bni Yezgen et 8 à Gherdaya. Les portes du Rsab sont chapeautées par une chambre occupée par la garde. Un espace interdit à construire doit être respecté autour de ce rempart. Concernant l'organisation du plan du Rsab Mouzabit, le Rsab est un groupement radioconcentrique. Là, on remarque la forme circulaire ou radioconcentrique du plan général du Rsab. Donc, il s'agit d'un groupement radioconcentrique d'une morphologie très compacte et dense, conçu dans un esprit d'économie d'espace, de surface et d'intégration climatique et sociale. Donc, l'espace urbain du Rsab s'articule autour de 2 centres capitaux, entre eux par un réseau d'impasses, de rues et de
ruelles. Le premier centre, c'est le centre spirituel et moral de la cité, un espace intime, introverti qui est la mosquée, donc installé au sommet de la colline et repérable par un minaret de forme pyramidale. Donc la mosquée serait construite sur un lieu sacré en souvenir du gardien du lieu, d'où le nom du minaret Asses, ou le gardien. Il s'agit d'une pratique païenne dans le monde berbère et qui a été islamisée avec l'arrivée de l'islam. Là, on voit les impasses. À la périphérie d'Ursar, on trouve le deuxième centre qui est le souk ou le marché. Donc le centre profane qui constitue l'espace public par excellence, donc le souk ou le marché de la cité. Il s'agit d'un espace qui est ouvert sur le monde extérieur où se trouvent les magasins et d'où partent les principales rues commerçantes de la cité. Le souk n'est pas uniquement le lieu de transactions commerciales, il s'agit aussi des lieux de rencontre des hommes et de contact avec les étrangers. Et c'est pour cela qu'il est positionné en périphérie, donc il est plus proche des portes de la cité pour la rencontre des étrangers. Donc, à part le premier centre et le deuxième centre, donc la mosquée et le marché, le reste d'Ursar est composé essentiellement d'habitations, sillonnées par un réseau complexe de rues. La circulation se fait par un réseau de rues, ruelles, impasses, régies par une hiérarchisation spatiale. Ces ruelles sont étroites, sont couvertes afin de protéger les habitants du soleil. Donc la hiérarchie spatiale est doublée par une hiérarchie fonctionnelle. Les fonctions publiques sont rejetées à la périphérie, dans l'espace profane, au niveau des rues situées à proximité du souk ou du marché. Ainsi, les ruelles et les espaces de circulation sont considérés comme uniquement des espaces de transition, donc pour accéder aux habitations, des espaces qui ne peuvent pas être utilisés pour d'autres raisons à part celles pour lesquelles ils ont été conçus, donc la transition. L'urbanisme traditionnel du Mzab répond de ce fait aux critères de l'intimité des rues, mais aussi celui des habitations qu'elles desservent. Ainsi, plus on monte, plus nous montons vers le haut, plus l'Ursar il se referme au regard, donc de sorte qu'aucune rue ne traverse l'Ursar de bas en haut. Donc plus on monte, plus le schéma des rues et des impasses devient de plus en plus complexe et l'Ursar se referme au regard. Donc, pour les éléments architecturaux d'Ursar, donc la construction du maison mouzabite, donc on va prendre un exemple de maison mouzabite. Donc, la fonction résidentielle constitue la vocation principale du Ursar. Les habitations sont construites de l'amont à l'aval, suivant la croissance démographique d'Ursar. Elles sont construites selon un tracé concentrique, en lieu avec la morphologie du terrain et surtout les courbes de niveau du site. Donc, elles sont de ce fait disposées sous la forme de cercles dont le noyau commence au sommet du piton, auprès de la mosquée, pour former ainsi le noyau initial d'Ursar. Puis, au fil du temps, les derniers cercles arrivent donc vers le bas et donnant ainsi la forme pyramidale du Ursar. Donc, l'Ursar, donc la dernière ceinture des maisons est formée par des maisons remparts, comme c'est le cas de Bounoura. Dans la maison mouzabite, les entrées ne doivent en aucun cas être vis-à-vis. Celles-ci sont marquées par une porte massive en bois de palmier, un seuil et une tasrift qui est une entrée en chicane. L'entrée donne accès à un espace central, un patio, c'est des maisons à patio dans lequel se déroule une grande partie de la vie quotidienne du foyer. Des ouvertures dans le plafond
couverte par une grille HB qui assure l'aération et l'éclairage de l'espace. L'étage dispose d'escaliers qui mènent vers la terrasse, qui est prioritairement un espace féminin. Elle est utilisée lors des chaudes nuits d'été comme chambre à coucher. Ces acrotères sont suffisamment hautes pour assurer l'intimité des occupants. Donc, ainsi que par... donc, on peut dire comme conclusion que l'architecture d'un Qsar du Mzab est caractérisée par la simplicité, par une sobriété, par l'intégration des éléments ou du contexte culturel et économique et naturel de la région, donc, ainsi que par une unité architecturale marquée par les formes organiques, des lignes pures en harmonie avec des couleurs et de textures. Voilà, et comme ça, j'aurai terminé avec cette première présentation et je vous remercie pour votre attention.